Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Et oui, je sais, c'est la fin du look casquette capuche. Oui, je sais bien, mais bon, ma survie en dépend. Les températures actuelles ne permettent plus cet accoutrement. Voilà, on aura tous bien profité. Enfin, je sais qu'il y en avait à qui ça, voilà, c'était un petit peu difficile à apprécier. Je vais immédiatement enchaîner par les choses vues récemment. J'ai vu Predator Killer of the Killers sur Netflix, le dessin animé, dont je n'attendais mais rien, mais tellement rien, que bien, au final j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était pas con, intéressant, divertissant. Il y a quelques libertés, enfin libertés, de toute façon maintenant tout le monde fait ce qu'il veut avec ce mythe, hein, mais sincèrement j'ai bien aimé. On va donc suivre trois personnages issus de trois époques différentes, hein, totalement différentes d'ailleurs, mais qui sont chacun pour leur époque des combattants ultimes, tout ça, et qui vont être, j'allais dire, kidnappés par les Predators. Voilà, pas en dire beaucoup plus. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment pas une merde, quoi. Donc j'ai vu que c'est le mec qui avait réalisé Prey. Moi, Prey, j'en avais parlé à l'époque, j'avais beaucoup aimé, un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'en attendais pas grand-chose. J'avais trouvé que ça avait quelques petits défauts, mais que globalement, c'était très bon, quoi. Et puis, on sortait de trucs tellement pourris au cinéma concernant la licence Predator que, bref. Donc, voilà, ça, franchement, une reco. J'ai eu un peu de mal avec le design. Voilà, j'ai pas trouvé que c'est très beau. L'animation, je veux dire. Hein. Mais c'est un parti pris... voilà, auquel j'ai pas été hypersensible. Après, comment dire, c'est très beau, il y a des plans très beaux, il y a des choses très intéressantes. C'est juste que vraiment la texture, par exemple, du dessin, ça c'est un choix que j'ai pas aimé. Voilà, ça m'a pas du tout empêché d'apprécier. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le début de Clown in a Cornfield, dont on parle pas. J'ai vu que si ça sort en France parce qu'il y a j'ai vu que ça a été traduit là, ça y est, le titre. Donc bref, aux États-Unis, tout petit buzz, c'est l'adaptation d'un bouquin qui a bien marché, qui est un bouquin pour ados. Je crois même que c'est une trilogie maintenant. Voilà, mais c'est nul. Et au bout de 20 minutes, j'ai arrêté parce que vraiment, mais c'est à chier de ouf. C'est une ado qui emménage dans une petite ville reculée avec son père et on vit de la récolte du maïs et il y a la mascotte, enfin il y a des rituels qui sont faits en hommage à la mascotte qui est donc un clown, et le clown tue des gens, mais ça alors, et c'est en mode fun, teenage nul, enfin j'ai vraiment pas aimé, ça n'apporte rien, c'est vraiment... pompé sur 1 milliard de films de ce type. Donc j'ai dit mais pourquoi s'infliger ça? Quelle vidéo que j'ai vu à bout, le titre original c'est Straw sur Netflix, que j'ai bien apprécié, l'histoire d'une pauvre mère de famille qui se débat pour survivre, hein, voilà, elle a 2 jobs dont un qui est... alors le deuxième je crois pas qu'on sache ce que c'est. Enfin il y en a un, c'est caissière dans une espèce de supérette horrible, voilà, aux États-Unis. Et on va suivre une journée ignoble, voilà, où toutes les katas qui peuvent arrivent, ça va vraiment de mal en pis. Et elle a une petite fille qui est malade en plus, donc il y a des soins, etc. Suite à une succession d'événements voilà, assez malheureux, on va dire, elle se retrouve à... prendre en otage une banque, enfin le personnel d'une banque, mais sans le vouloir, enfin c'est tout un truc, vous verrez. Parce que c'est une bonne personne cette femme en fait. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ces critiques de merde? Heureusement que c'est pas estampillé critique, hein, c'est juste des avis à chier. Avis à chier, d'ailleurs c'est peut-être un truc AAC, je devrais faire la vidéo AAC. Je veux dire par là que ouais, c'est ultra caricatural, il y a vraiment, ça dégouline de bons sentiments, mais il y a quand même des moments où c'est top et où tu prends plaisir vraiment à regarder ce film. Voilà, un soir pour se détendre, pas très joyeux. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que la fin devait être encore pire, et finalement le réal a cédé aux pressions de Netflix pour que la fin ne soit pas totalement ignoble.
Voilà, c'est pas une reco, hein, mais c'est pas, je vous le déconseille pas non plus, quoi. Qu'est-ce que je vu d'autre? Ah oui, The Amateur avec Rémi Malek et Laurence Fishburne. Hein, le livre, non, déception. De toute façon, quand je commence les phrases par ça va rarement se terminer par chef-d'œuvre. Un décodeur renfermé, introverti, interprété par Rémi Malek, donc, qui bosse pour la CIA, mais qui est vraiment... C'est pas un mec qui rase les murs, mais c'est un peu l'homme invisible, quoi. Enfin, sa femme, en fait, doit s'absenter, elle part en voyage, et il va apprendre qu'elle a été abattue lors d'un acte terroriste. Et là, il va péter une durite, j'allais dire, mais qui ne le ferait pas. Bref, il va demander à ce qu'on lui permette d'enquêter pour trouver les responsables et il précise d'entrée de jeu qu'il compte les éliminer. Et là, on va un peu se jouer de lui, on va un peu le sous-estimer, on va dire, en le laissant faire dans un premier temps, puis en envoyant Laurence Fishburne d'abord le surveiller, calmer le jeu, etc. Enfin, pas trop en dévoiler. C'est assez convenu. Enfin, voilà, il se passe un peu ce à quoi on s'attend, quoi. Et c'est pas mauvais. Voilà, j'ai pas regretté de l'avoir vu, mais je l'aurais oublié extrêmement rapidement. Ça, c'est absolument certain. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Cloud qu'on m'avait recommandé, que j'ai trouvé très sympa, mais très prévisible, surtout sur... Enfin, comment... c'est pas tellement prévisible, oui, mais bon, c'est pas toujours un défaut, ça que je veux dire, en fait. C'est que vraiment, c'est bien, mais d'abord, il y a un gros ventre mou, j'ai trouvé. Et voilà, on suit un type qui se lance dans le... Merde, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié le nom. Le reselling, là, je sais plus comment on dit. Donc, en fait, il récupère des lots d'articles à prix vraiment fracassé, quoi. Et il les met en ligne pour 10 fois, 100 fois leur valeur parfois. Pratique qui est très à la mode sur Internet. Et il va s'attirer des problèmes, des gros problèmes. Sincèrement, c'est cool. Mais vraiment vers la fin, une fois de plus, il y a un côté... un peu irréaliste, j'ai trouvé. Je parle vraiment de la fin où c'est en mode full action avec enfin limite shoot 'em up, quoi. Ça tire dans tous les sens et bon. Mais c'est pas nul et quand même une qualité, c'est que la fin n'est pas niaise. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà, pas un coup de cœur, mais c'est pas une déception non plus, quoi, du tout. J'ai vu également Office que vous m'aviez recommandé sur donc l'histoire de cet employé d'une compagnie qui va massacrer sa famille puis disparaître. Sauf qu'on va se rendre compte que les caméras de surveillance de son entreprise l'ont filmé après le drame, pénétrant dans les locaux et on ne le voit pas en sortir. Or, personne ne l'a vu, quoi. Donc, où est-il? Et les autres employés vont commencer à flipper parce que ils se sont pas tous super bien comportés avec ce mec, etc., etc. Le jeu du chat et de la souris, vraiment le début, je trouvais ça excellent en fait. Mais par la suite, bon, bof, un peu déçu. Et il y a un retournement de situation, voilà, vers la fin. Que j'ai carrément pas kiffé, enfin j'ai pas validé, ça, je regardais, j'ai dit eh merde, c'était pas la fin que j'espérais, c'était pas le dénouement, enfin c'est même pas ça, c'était pas le genre de révélation quoi que j'espérais. Donc bof, ouais, bon, sur la fin décevante quoi en fait, mais c'est très personnel. Il y a plein de gens qui vont dire que non, c'est juste génial. Fin du débat. Qu'est-ce que je vais d'autre? Le Ranch Echo Valley. Si je brise, c'est qu'il fait très chaud. Parce que j'ai la capuche, mais je vais quand même pas enlever le t-shirt, hein, pas déconner. Et si je mets un ventilo, bah moi je vais mieux, mais vous ne m'entendez plus, en gros. Ah oui, alors ça j'ai beaucoup aimé. Le Ranch Echo Valley sur Apple TV avec Julianne Moore et cette actrice que j'aime pas trop, Sydney Sweeney, je sais pas comment on dit, qui est alors un film sombre, hein, putain, faut... Voilà, si vous voulez vous remonter le moral, mettez pas celui-là. L'histoire d'une mère divorcée, sans rien vous spoiler bien évidemment, divorcée et endeuillée, mais d'une autre relation, je vous laisse la surprise, qui essaye d'améliorer ses liens en fait avec sa fille qui est jeune adulte, mais voilà, vraiment très très jeune. Et donc on comprend que depuis pas mal d'années, elle a complètement sombré dans la drogue. Et elle qui était avant
une jeune fille géniale, pleine de promesses sur l'avenir, etc., est devenue un cauchemar ambulant, surtout pour ses parents. Elle, par exemple, ne réapparaît régulièrement auprès de sa mère, qui vit seule dans un ranch, enfin qu'elle essaye de maintenir en vie à bout de main, un bout de bras peut-être plutôt. Sa fille ne réapparaît occasionnellement que pour l'exploiter, lui demander de l'argent, lui mentir. C'est horrible. Et à chaque fois, la mère cède. C'est dur. Mais c'est hyper bien écrit, incroyablement bien interprété. Julianne Moore, moi, vous savez, enfin j'en ai déjà parlé, j'adore cette actrice. Vraiment, pour moi, c'est une actrice incroyable. Et là, c'est spectaculaire, sa performance, voilà. Donc, j'ai quand même envie de dire un truc, c'est parce que c'est dans le pitch lui-même. Hein. C'est que cette situation qui est déjà intenable en fait, hein, on va bien le voir, va basculer à un moment où sa fille va apparaître complètement groggy sur le pas de la porte du ranch de sa mère, avec des traces de sang, et où elle va lui dire qu'elle a tué quelqu'un. Voilà, c'est pas du spoil, c'est dans le pitch, mais c'est quand même, pour moi c'est quand même un peu du spoil, donc bon, mais c'est le début, enfin c'est le début des grosses emmerdes, et c'est excellent. Alors ça c'est ma première vraie grosse reco, le ranch Echo Valley, voilà, sur Apple TV. Ensuite, qu'ai-je vu d'autre? Ah putain, une merde. Vraiment, le genre de merde où c'est tellement à chier que t'es presque heureux de l'avoir vu. Tu te dis, j'étais témoin d'un truc, les gars. Les temps changent sur Netflix. Une comédie romantique fantastique, espagnole, il me semble, sur un couple de physiciens de génie qui fabrique une machine à voyager dans le temps. Et au moment de l'essayer, enfin après ils font des réglages, ça marche pas, blablabla. Et puis à un moment, ça va marcher. Ils essayent de faire un petit test, donc ils se disent on va la régler sur le futur, mais je crois qu'ils règlent 15 minutes. Et patatras, la machine fonctionne, mais pas de 15 minutes. Ils font un bond. Alors ils sont en 1966. Donc vous voyez un peu. Voilà, on va te montrer un peu comment dire la situation, parce qu'ils sont tous les deux physiciens, etc. Bon lui, on ne parle qu'à lui. C'est lui qui est mis hyper en avant, alors qu'on sent que les deux ont autant de talent et d'importance dans ce projet sur lequel ils travaillent. Et la femme est totalement méprisée, enfin poliment, hein, mais enfin voilà, les années 60 quoi. Et bref, donc ils font un bond de 1966 à 2025, de nos jours. Et là, j'avais compris que ça allait pas être en mode sérieux, hein, évidemment. Excusez-moi, je vais m'absenter brièvement. Oui, je disais donc que j'avais compris que ce serait pas un truc sérieux, mais le souci, c'est que ça se veut drôle et pertinent et que c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Aïe. Alors, c'est estampillé ultra féministe, hein, je précise. Mais pour moi, une œuvre cinématographique vraiment qui est vraiment ancrée vraiment dans cet axe-là, c'est pas du tout péjoratif, quoi. Enfin, il y a plein de films absolument géniaux qui sont ultra féministes. Mais là, c'est malaisant. C'est plus malaisant que féministe au final. Donc voilà, parce que donc en 2025, en fait, la nana, elle est ultra mise en avant. Vous savez que c'est la journée de la femme? Il y a une journée de la femme? Mais oui, bien sûr. Et voilà, donc elle découvre que le patriarcat c'est fini, etc. C'est fini. Les féministes qui me regardent vont me dire non. Mais bref, ce que je veux dire par rapport aux années 60, ça va quand même un petit peu mieux. Plein d'opportunités. Elle réalise que elle peut accéder à des postes qui étaient inenvisageables dans les années 60. Ça, je pense que tout le monde, on est tous d'accord. Et son mari qui était très protecteur, très, j'allais dire, faussement pour... Enfin, c'est pas un méchant en fait, mais voilà, lui il perd pied, voilà, en gros quoi. Lui, alors que dans les années 60, il était là à mettre sa femme en avant en disant oui, enfin, nous sommes deux à travailler, gna, et ma femme. Mais en fait, c'est facile d'avoir ce rôle-là quand c'est toi qui as toutes les louanges et les machins et tout. Et là, il gère pas du tout. Il est complètement ignoré. C'est même pire que ça. Et ça aurait pu être bien, ça aurait pu être un peu caustique, machin. Mais c'est ultra sage en réalité. C'est vraiment le téléfilm pour tout le monde. Enfin, mais c'est pas un compliment. Voilà. Donc c'est très très mauvais. C'est mauvais. Et du coup c'est malaisant. Parce que
t'es gêné, tellement c'est pas subtil, tellement c'est ringard. Et voilà, tu regardes ça, t'as envie de tout péter, tellement c'est à chier, quoi. Voilà. Bref, je vais conclure avec un immense coup de cœur dont personne vous a parlé, j'en suis certain, j'en mets ma main à couper immédiatement à la scie sauteuse. Baron's Cove, un film que j'ai trouvé sur un site Corsair, je ne vous le cacherai pas. Et après recherche, alors j'avais vu qu'il est sur des plateformes, mais aux États-Unis seulement. Donc j'allais vous dire, vous le trouverez sur Apple TV ou je ne sais où, mais en fait c'est uniquement sur les plateformes américaines. Donc bref, enfin vous le trouvez aussi donc sur les sites Corsair. Baron's Cove, qui est un film dont j'attendais pas grand-chose et je me suis pris une immense claque. J'ai adoré ce film. J'ai vu qu'il est globalement mal noté, vraiment, et je suis pas d'accord. C'est même au-delà de pas d'accord, je suis pas content, carrément. Donc l'histoire, sans rien vous spoiler, parce que là je suis certain que personne l'a vu, quoi. C'est celle d'un type qui est assez mystérieux. On comprend assez vite qu'il a un passé trouble et assez violent. Enfin, il a des compétences qui sont cheloues. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais bon. Bref, il va... alors, il est séparé de son épouse, mais il va apprendre la mort de son fils, qui a, je sais plus, 8 ans, un truc comme ça. Donc voilà, et dans des circonstances très étranges, pas claires du tout. Il était dans la forêt avec 2 autres gamins, bref. Et ce mec va péter un plomb, et un petit peu comme Rami Malek tout à l'heure, mais sauf que lui, c'est beaucoup plus crédible. On tue ta femme et tu t'énerves, c'est pas crédible, enfin, si, c'est crédible, je veux dire, mais je veux dire que bon, le personnage de Rami Malek, c'est vraiment, la métamorphose est telle que tu te dis, ouais, d'accord, tout d'un coup t'as des couilles, bon. Là, lui, c'est pas très étonnant, c'est très plausible, c'est ça que je veux dire. Il va suivre un peu les événements, puis il va kidnapper le gamin qu'il tient pour responsable de la mort de son fils. C'est qu'à un moment, il a un doute, il pressent que c'est ce gosse-là qui a tué son fils, et il sent surtout que, c'est même pas l'enquête, en fait, mais que voilà, on va conclure à un suicide de façon extrêmement rapide, et lui, il croit pas une seconde. Donc il va kidnapper ce gosse, enfin pour le faire parler, hein, parce que le gamin, bien sûr, il réussit à le choper 1 ou 2 fois, et le gamin il se fout carrément de sa gueule en plus, enfin, c'est horrible. Donc il a pas l'air peiné pour l'autre gosse qui est mort, et en plus il est un peu dans la provoque, enfin voilà, c'est assez chaud. Et c'est le fils d'un homme politique de la région, quoi, qui est assez puissant. Donc, une fois que lui, il va avoir kidnappé ce gamin et disparu avec, donc on va le suivre. Ça, c'est absolument génial. La relation, comment elle évolue entre ces deux-là. Donc, évidemment, le père, qui est donc cet homme politique très puissant, va tout faire pour récupérer son fils, mais pas forcément pour les raisons qu'on imagine. Et là, je spoile rien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des retournements qui sont... je trouve super bien amenés, qui sont lourds, c'est-à-dire que c'est pas pour faire genre, quoi, c'est vraiment des trucs où t'es là, ah ouais, ok. Et j'ai beaucoup apprécié la fin, enfin, putain, mais immense coup de cœur pour moi, là, il faut que je casse un truc. Donc voilà, et je suis vraiment triste parce que les moyennes, elles sont nazes, hein. Sur Rotten, je crois il a 55%. C'est... bon, il est pas tomate pourrie, mais de peu. Et puis même les critiques globales ne sont pas bonnes. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'était excellent, même c'est super bien filmé. Enfin bon, bref. Oh là là, vous êtes tous des cons! Et je conclus, mais je vous en parle à peine, hein, parce que voilà, avec les docu Netflix. Alors on a eu une chier de docu Netflix. Ça débordait de partout. Et je vous en ai sélectionné 3 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'en ai vu d'autres, mais bon. Celui sur le Titan, là, ce petit sous-marin là, qui a provoqué un drame terrible en implosant. Enfin, ouais, c'est ça. En allant visiter le Titanic, enfin en tout cas c'était son but, son objectif. Donc là on va suivre le créateur de cette société, Ocean Gate. On va découvrir un type hallucinant, mais
pas forcément dans le bon sens. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, je vais pas passer longtemps dessus. Et j'ai vu également le documentaire Astroworld sur le festival Astroworld organisé par le rappeur Travis Scott, où je sais plus quelle édition qu'il y a eu, où on a vécu un drame incroyable en plein concert, avec un bilan de, je crois, 10 morts et une centaine de blessés. Et là, c'est un documentaire ultra complet, passionnant. Je savais très peu de choses sur cet événement, et même sur Travis Scott. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, il est énormissime, mais je connais pas très bien parce que c'est pas trop mon truc. Donc ça, je vous le recommande complètement parce que c'est saisissant et vraiment, c'est consternant. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi. Et j'ai vu également, y a-t-il un dealer dans l'avion, un documentaire sur cette affaire des pilotes français qui ont été chopés avec, je sais même plus combien une demi-tonne, je crois, de cocaïne, je sais plus, 500 kilos, je sais plus, bref, enfin 26 valises, je crois. Et alors, c'est une affaire que, voilà, on a tous entendu parler, il y avait eu un documentaire déjà qui était pas mal, quoi. Et je dois dire que celui-ci est clairement supérieur. Il est très drôle en plus, et c'est sur un ton un peu ironique, mais c'est très fin, quoi. C'est vachement bien fait, sincèrement, et c'est très 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 complet. Donc j'ai adoré, c'est passionnant, ça se regarde vraiment comme un thriller de ouf. Grosse reco, y a-t-il un dealer dans l'avion? Rien qu'avec le titre qu'ils ont choisi, une petite idée de la tonalité du truc. Et non, j'ai oublié de le noter, mais j'ai vu hier soir un documentaire d'1h20 sur Michael Jackson, sur la mort de Michael Jackson en réalité. C'est un documentaire TMZ, donc la chaîne, enfin c'est pas la chaîne, pardon, c'est le site américain qui est ultra puissant. Je pense que c'est le site le plus puissant au monde de people, quoi, enfin de ragots et de machin, mais voilà, et qui a d'ailleurs été c'est le premier média, même tout court, au monde qui a annoncé la mort de Michael Jackson. Qui a su qu'il était décédé en fait. Puisque je me souviens même qu'il y avait plein de gens qui disaient ouais, mais comme c'est TMZ et pas le New York Post ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas vrai. Et puis il y avait des gens qui rappelaient que à chaque fois qu'ils ont annoncé la mort d'une célébrité, ils avaient raison. Donc voilà, malheureusement. Bref. Un documentaire que j'ai trouvé très pénible à regarder, évidemment, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas fan comme moi, par exemple, enfin à ce point-là, de Michael, le regardera sans aucun problème, quoi. Émotionnellement, je veux dire. C'est très bon. J'ai trouvé ça très bon. On a notamment les témoignages de pas mal de monde et pour une grande partie c'est de l'inédit total. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais parlé avant. On a Debbie Rowe par exemple, donc voilà l'ex-femme de Michael Jackson, qui a refusé d'ailleurs de parler de lui, mais qui parle du Dr. Klein et c'est bouleversant, enfin sincèrement. On a le Conrad Murray, Dr. Murray qui témoigne longuement. Enfin, et des enquêteurs, c'est vraiment passionnant. J'ai pas appris grand chose parce que voilà, j'ai tellement déjà lu, vu, enfin, mais c'était très bien fait et j'ai quand même, alors sans apprendre forcément des informations, j'ai découvert des images inédites à travers ces entretiens qui sont tout à fait exclusifs à TMZ. L'axe du truc, du docu lui-même, j'ai bien aimé. C'est triste, hein, mais il y a des réflexions qui sont très pertinentes et au final, il y a une espèce de bilan qui est fait sur qui a tué, qui est responsable de la mort de Michael. Et oui, enfin, c'est compliqué de ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Voilà, j'ai un peu de mal avec j'ai un peu de mal avec le docteur Murray, même si je comprends certaines choses qu'il dit et qui sont pas fausses. Ah, ce mec est puant quand même, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui... J'ai du mal. Mais il y a des moments où il dit des choses qui sont totalement vraies, c'est sûr. Donc voilà, grosse reco, mais si vous êtes fan, sachant qu'en plus c'est en VO sans sous-titres français, je crois bien, sur YouTube. Avant de passer aux questions, je vais passer aux achats récents. Alors, il y en a eu très peu, 2 en fait. Un gros bouquin que j'ai à peine eu le temps de commencer, vous voyez avec le marque-page, sur l'émission Pee-wee's Playhouse, un livre américain, donc je précise,
extrêmement complet que j'ai pris parce que bah, ça me passionne d'abord, et puis là je suis en phase Pee-wee, hein, ça va me passer. Enfin c'est cyclique, c'est comme Ultimate Warrior. Enfin c'est des trucs que j'adore et qui reviennent me capter mon intérêt en fait cycliquement ça fait des dates depuis mon adolescence quoi. Et là moi ce que j'adore c'est qu'il y a beaucoup de photos et le livre, même la qualité du livre est remarquable. Et c'est donc comme une enquête avec énormément de témoignages, tout ça, sur la création de ce show, pourquoi il a autant marqué l'Amérique, et pas qu'elle d'ailleurs, hein, enfin les artistes, tout ça. Et d'ailleurs il y a les praise, donc c'est les éloges de médias ou d'artistes. Je savais pas d'ailleurs, j'ai appris comme quoi que le créateur des Simpsons était un fan mais obsédé de Pee Wee Herman. Après je suis pas très surpris. Mais je l'ignorais quoi. Voilà, donc je suis très content, super beau bouquin, voilà, avec voilà qui ne parle pas que non plus de, enfin il aborde aussi le phénomène Pee-wee à travers aussi bah, le triomphe du film avec Tim Burton, etc. Et d'ailleurs ouais j'ai vu l'autre jour en allant sur le profil X ex-Twitter de Pee Wee Herman, Paul Rubens donc, et j'ai vu que il était suivi par, tu peux voir par qui c'est suivi, des personnalités que toi-même tu suis. Et là je vois que parmi les mecs qui sont abonnés au profil de Pee Wee, j'ai Tom Cruise et Marilyn Manson, les artistes que moi je suis et qui eux suivent Pee Wee. Donc, alors, Marilyn Manson, ça m'étonne pas du tout. Je crois même que j'avais déjà lu qu'il était ultra fan de Pee Wee Herman. Vraiment, ça ne me surprend pas. Tom Cruise, je l'ignorais, mais en réalité, ça m'étonne pas non plus vraiment. Mais c'est super intéressant, du coup. Et j'enchaîne avec les questions reçues. Apprécies-tu le karaoké? Peut-être seulement comme spectateur. As-tu une vidéo embarrassante à partager? Oh, mais... Je déteste le karaoké, j'ai toujours détesté ça, quoi. Donc, comme spectateur, j'ai jamais été dans... peut-être une fois ou deux, j'ai été en présence je suis passé dans une salle où il y avait des gens qui faisaient un karaoké, mais non, c'est pas possible, ça m'amuse pas. J'aime trop la musique, en fait, c'est des gens qui massacrent la musique, hein, c'est l'intérêt du karaoké, quoi, sinon c'est pas drôle. Donc non. Et alors donc une vidéo embarrassante à partager, moi j'en ai jamais fait, mais... j'ai jamais filmé des gens qui faisaient du karaoké, hein, c'est ignoble ça. Sais-tu s'il existe des adaptations ou des reprises étrangères de chansons de Paul Naref? Je sais qu'il en existe, il y a même une compile qui est sortie en France il y a le 20 ans, un truc comme ça, peut-être même plus. Avec des reprises de Paul Naref par des artistes étrangers, anglais, de plein de nationalités d'ailleurs. Mais voilà. Après, il n'y en a pas beaucoup parce que, pour une raison très simple, hein, qui d'ailleurs est propre à tous les artistes français qui chantent en français, c'est que c'est chanté en français. Donc, pour faire la reprise, il faudrait l'adapter avec des textes anglais ou se risquer à la chanter en français. Enfin bon, c'est compliqué, quoi. Connais-tu le groupe suédois de heavy metal Crazy Leaks qui a ramené le son des années 80? Ouais, je connais, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, figure-toi, dans un JDV là, mais genre il y a même pas 2-3 JDV, j'ai parlé de ce groupe en disant que moi j'aime pas, mais c'est très bien que ça existe. Enfin moi ça fait toujours la démarche fait plaisir. Après musicalement moi j'accroche pas. C'est les chansons plutôt hein, que j'aime pas. Menteur, tu es comme moi et tu n'aimais pas les contes de la crypte. Ah oui, pas assez flippant par rapport à la 4e dimension. Non mais on peut pas comparer les contes de la crypte à la 4e dimension. Les contes de la crypte, comme je dis, c'est fun, c'est drôle. La 4e dimension, j'en bafouille, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, voilà, je parle de la série originale. Hein. Mais bon, finalement, même celle qui a eu lieu après dans les années 80, tout ça, ou 90, je sais plus. Non, c'est pas du tout le même level, quoi. Les contes de la crypte, non, mais non. Effectivement. Donc non, je ne mens pas, parce que si tu me disais tu préfères les contes de la crypte ou la 4e dimension, il n'y a même pas à hésiter. Est-ce que tu es à la recherche d'un ou plusieurs Graal, jouets, vinyles, films, livres, etc. ou les as-tu
déjà trouvées. Moi, c'est la navette Helios et la tripartie du X-31, ainsi que le Bio-Robot grand format de 85, ça je vois pas trop ce que c'est. La tripartie du X-31, bonne chance, parce que c'est vraiment... je crois que quand maintenant... quand on la voit... alors, 9 en boîte, c'est genre 3000 €, je crois. C'est comme ça. Et sinon, complète, c'est 1000 au moins. C'est comme ça. Et ouais, je l'avais quand j'étais gamin, je l'ai cassé, perdu. Et alors, par chance, c'est pas un Graal pour moi. Moi, j'ai récupéré, si tu as vu ma vidéo du bureau, j'ai récupéré l'Odysseus. Ça, c'était vraiment un Graal. Ulysse, la figurine d'Ulysse 9 en boîte, ça, c'était un Graal, vraiment. J'ai Télémac aussi, et j'ai Helios, mais alors Helios, complètement bousillé. Ceci dit, il a encore ses missiles, c'est incroyable. Incroyable! Mais il lui manque l'autocollant et la petite vitre qui était là. Voilà, d'ailleurs, c'était c'était mon pote Tony, si tu me regardes, qui l'avait volé dans... attendez. Mais oui, il avait volé dans un magasin, et je sais plus pour quelle raison, je crois que il a été soupçonné, machin, et donc un jour il était venu me voir, on était enfant donc, vraiment gamin, et il m'a dit, faut que tu le prennes chez toi, parce que peut-être les flics ils vont venir chez moi le chercher, je sais pas quoi, et du coup je l'ai récupéré, et Tony mec, je l'ai toujours, c'est complètement dingue, donc voilà. Et alors sinon ouais, oui j'en ai des Graals, mais plus beaucoup, c'est-à-dire que maintenant en fait il y a aussi l'âge qui fait que je me suis un peu calmé, c'est-à-dire que maintenant bon, en fait les trucs les plus importants, je dois dire très sincèrement que je les ai récupérés, je les ai voilà, donc il y a des trucs que j'aimerais beaucoup et c'est cher voilà, mais j'ai pas forcément d'exemple à te donner. Je parlais de Pee-wee tout à l'heure, il y a la poupée des années 80 qui est ultra connue et célèbre, etc., mais qui n'est sortie qu'aux États-Unis, et qu'aujourd'hui encore, quand on la cherche, on ne la trouve que sur des vendeurs américains. Donc, voilà, grâce à Trump, on a payé 6 fois le prix en taxes, voilà, et même elle est extrêmement chère, c'est plusieurs centaines d'euros. Enfin, c'est voilà. Donc voilà, c'est une poupée qui parle, c'est pour ça que je précise. Bref, mais sinon, il y a deux, trois autres trucs, mais j'ai pas vraiment d'exemples en tête. As-tu les VHS de Rocky 3 et Rocky 4, les premières éditions locatives, pièces très rares? Alors, les éditions locatives, par définition, elles n'étaient pas en vente, donc on en a trouvé, enfin, il y en a eu qui ont été vendus sur internet, quoi, évidemment. Mais ouais, sûrement assez cher. C'est pas des trucs que j'ai moi recherché personnellement. J'en ai un des VHS locatifs, j'en ai 2 je crois, parce que les boîtiers sont différents, la cassette elle-même est différente, mais c'est plus lié à des souvenirs et des trucs comme ça, et c'est pas forcément sur ces films-là que je chercherais. Attends, parce que j'en ai 2 là. En VHS locative, j'ai Drôle d'espion. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà, donc voilà, boîtier donc beaucoup plus gros, qui s'ouvrait comme ça. Et j'ai aussi celle-ci. Ça ces deux-là d'ailleurs c'est drôle parce que c'est 2 de mes comédies américaines préférées. Et ça c'est y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, voilà, chef-d'œuvre absolu. Elle est vraiment en super bon état. Hop. Donc ça, voilà, ça c'est les boîtiers. C'était les boîtiers des vidéoclubs. Mais sinon, je n'en possède pas. Ton avis sur la deuxième chanson du groupe President? Ah putain, j'ai vu passer ça et j'ai oublié d'aller voir. Qu'il faut que j'aille checker ça. Je répondrai du coup dans le prochain JDV. Qu'est-ce que tu penses du site le Gorafi? Alors à une époque ça me faisait hurler de rire, mais vraiment, je trouvais ça génialissime. Et je sais pas si l'équipe a changé, c'est bien possible, mais depuis un an, tout ça, des fois je vois passer des trucs qui sont partagés par des potes, pas ça, je trouve que c'est moins drôle qu'avant, quoi. Ça reste drôle, quoi, mais c'est un peu moins drôle qu'avant, je trouve. Mais après c'est quand même sympa, quoi. Quel groupe artiste des années 80 recommanderais-tu à des néophytes désireux de connaître plus en profondeur la musique des années 80, afin de leur montrer que cette décennie ne se résume pas uniquement
aux plus gros vendeurs de l'époque, qu'il n'y avait pas que la new wave, la pop, le glam metal, le hard FM, que cette décennie était plus diversifiée, plus multidimensionnelle que ce qu'on en dit. Il suffit de consulter les charts américains, anglais, australiens pour s'en rendre compte. Tout à fait juste comme remarque. C'est vrai que c'était infiniment plus diversifié que, par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes les charts, t'enlèves pop, rap, du rock, pour moi, il y en a quasiment plus, mais bon, de temps en temps, il y en a, quoi. C'est moins... t'as le country aux États-Unis, quand même, beaucoup. Mais non, c'était beaucoup plus riche, c'est absolument certain. Même si, là, si tu me dis de citer des exemples qui sont ni new wave, ni pop, ni glam metal, ni hard FM... Ah ouais, tiens, attends, il y a un truc là. Du coup, j'ai pas énormément d'exemples à donner. Mais donc je suis d'accord, mais quel groupe et artiste recommanderais-tu qui ne soit pas dans ces niches-là? Bah pas grand-chose, pas trop d'idées. Peut-être des trucs de variété française, parce qu'il y a des trucs vachement bien, alors que j'estime qu'en France, il y a pratiquement que de la merde dans la jeune génération. Enfin, enfin, moi j'aime rien en tout cas. Si une version française de l'agence touriste voyait le jour en 2025, ça donnerait quoi à ton avis? Mais une catastrophe. Une catastrophe, il n'y a qu'à voir le reboot de Magnum, mais en plus ça marche cette merde, il y a des saisons qui s'enchaînent, et tout, mais tranquille. Oh putain, je suis tellement triste. Bon non, ce serait l'agence touriste, donc avec avec un casting. Alors le casting était déjà inclusif finalement, parce qu'on a quand même Barracuda, et puis mais bon. Non, je sais pas, ce serait sûrement une catastrophe. Une catastrophe. Parce que t'es comme assez irrévérencieux, agence touriste, c'est ça que j'aimais bien. Bref. C'est un eyeball mask des Residents derrière toi. Ah putain, oui, c'était le question. Non, pas du tout. Alors, The Residents, oui, effectivement. Mais non, c'est juste un œil. Enfin, c'est une 8 ball. Voilà, donc c'est... vous posez une question, vous secouez... Et ici, là, vous avez au hasard donc une phrase qui apparaît, qui est la réponse à la question que vous venez de poser. Vous connaissez le principe de la 8 ball, j'imagine. Sauf que celle-ci, elle est en forme d'œil, et je trouve ça absolument génial. Et parce qu'elle voit l'avenir, enfin elle voit tout. Et je sais même plus où je l'ai trouvé. Et surtout, j'ai trouvé le packaging mais tellement beau. À une époque, je l'avais sorti, mais après je l'ai remise dedans parce que je la trouve trop belle. Voilà. As-tu déjà entendu parler de Turnstile? Ah ouais, c'est le groupe punk américain, enfin américain je crois, dont effectivement quelqu'un m'a parlé. Tu me recommandais une chanson qui s'appelle Never Enough. Je suis allé écouter, je n'ai jamais entendu parler de ce groupe, Turnstile, je sais même pas ce que ça veut dire. Et waouh, la baffe que je me suis pris, j'ai adoré la chanson Never Enough. Donc je vais me prendre l'album du même nom, je pense. J'ai écouté très rapidement Look Out For Me, qui avait l'air d'être l'autre single un peu connu, que j'ai beaucoup aimé également. Donc en fait c'est plié quoi. Et putain quelle vague de fraîcheur. Ça m'a rappelé certains groupes des années 90. Je trouve ça beaucoup mieux que Offspring, mais enfin je pense que tu verras pourquoi je fais la ref. Enfin Offspring, même certains trucs de Nirvana, c'est-à-dire que c'est des mélodies très très simples, mais simples techniquement. Pas, faut les trouver quand même. Et gros coup de cœur pour l'instant. Donc je vais approfondir, mais merci infiniment de ta suggestion parce que ça fait toujours un bonheur de découvrir un groupe où on sent qu'on va beaucoup l'aimer. Donc voilà. Et là, après 2 titres, je vois mal comment l'album pourrait me décevoir. Je pense que je vais vraiment aimer le groupe. Comptes-tu retourner aux États-Unis un jour? Et si oui, où irais-tu? Les États-Unis ont tellement changé, c'est un peu comme la France qui a tellement changé depuis les années 80-90 que il y a des lieux où je rêvais de retourner, j'aurais adoré aller à une certaine époque. Et le problème c'est que quand je vois ce que c'est devenu et quand j'entends parler, j'ai quand même des amis, des relations qui sont des Américains quoi. Et eux-mêmes parlent d'un pays qui est dans un état... Donc l'Amérique que j'ai aimée, pour grande partie, quoi, n'existe plus du tout. Donc il y a des lieux, je sais que si je retourne à Los Angeles, je vais juste vouloir me foutre une balle, tellement ça va me déprimer. Je sais plus...
comment dire, qui disait l'autre fois là, mais Hollywood Boulevard, il y a plus rien, enfin, ce n'est plus du tout ce que c'était. Bah, même New York, New York, j'adore New York, mais les quartiers, il y a plus de. De toute façon, ça c'est Internet, mais Internet a tué beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc flâner, rentrer dans les boutiques, il n'y a plus de boutiques. Enfin, les boutiques c'est les mêmes qu'il y a à Paris. Enfin, si c'est pour voir des Zara, des Starbucks, ça n'a aucun intérêt. Et même enfin bon, donc je ne sais pas. J'aimerais bien peut-être retourner en Floride, voilà, mais ou alors faire vraiment le voyage idiot, c'est-à-dire aller à Orlando ou faire, je sais pas, Las Vegas, mais je sais même pas, je suis pas certain, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien, mais il y a pas, tu vois, j'ai pas un truc genre je veux aller là à tout prix. Etc. Ce serait peut-être plutôt, à la limite, tu vois, aller carrément dans des endroits qui sont pas forcément des centres-villes, je veux dire. Voilà, du coup. Alors que dans les années 80-90, c'est ça que j'aurais adoré faire. Aimes-tu la musique classique européenne, Beethoven, Mozart, Wagner et consorts? Alors j'aime beaucoup, mais beaucoup Beethoven. Mozart, ouais, il y a des trucs qui sont vraiment extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses où, bon, c'est trop connu aussi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, ça me touche pas forcément. J'adore Mahler. Et après, c'est en musique classique, il y en a d'autres, mais ils sont moins connus. Forêt, des trucs comme ça. Il y a des Vivaldi, j'aime bien. C'est étonnant, mais enfin c'est étonnant. Mais Vivaldi, il y a des trucs de ouf. Voilà, Wagner aussi, mais à une époque j'écoutais pas mal, mais quand j'avais entre 25 et 30 ans, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. J'ai eu une grosse crise, j'écoutais énormément de musique classique, la nuit, en écrivant. C'est parce que j'écrivais aussi. Mais là, ça fait très longtemps que j'en écoute plus. À part, oui, Philippe Glass, finalement, il a quand même fait des opéras et des trucs, on n'est pas loin de la musique classique. Est-ce que tu as vécu des concerts qui t'ont bouleversé, dont les morceaux joués ont ajouté une saveur particulière aux albums en question? Personnellement, je suis allé au concert de Dua Lipa, qui est mon artiste actuel préféré, à Nanterre, et cet événement m'a bouleversé en partie dû à des éléments de ma vie personnelle liés au concert. Ouais, bien sûr. Alors, je t'invite à regarder ma vidéo sur les concerts de ma vie. Enfin, les concerts dont en fait, j'avais fait une vidéo sur tous les concerts dont j'ai encore les billets, et il y en a beaucoup. Et du coup, je raconte des anecdotes, des trucs comme ça. Et c'est une chouette vidéo, mais c'est très peu vu parce que c'est au début de ma chaîne. Et vraiment, tu vas sur ma chaîne et tu tapes en recherche, là, tu tapes billets de concert ou je sais plus quoi. Et tu vas voir, je raconte voilà, des concerts qui m'ont vraiment marqué. Voilà, notamment un de Billy Idol qui était, voilà, c'était pas prévu, mais il m'a beaucoup marqué. Et puis il y en a eu d'autres, d'autres artistes. Enfin, je raconte tout ça, une vidéo d'1 heure, je sais plus. Donc voilà. Y a-t-il des artistes multitâches exerçant plusieurs arts que tu apprécies? Ouais, Marilyn Manson, j'adore ses toiles. Pas toutes, mais il y a des peintures de Manson que je trouve vraiment réellement excellentes. Nicky Six de Motley Crue, j'aime beaucoup ses photos, pas toutes pareil, mais c'est un photographe reconnu, enfin apprécié, qui expose et tout. Je sais qu'il y a des photos de lui que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, ça fait 2. J'aimais beaucoup certaines peintures de Bowie. C'est souvent lié à la peinture, c'est marrant. Alors Stallone, par contre, j'aime pas trop son style de peinture, alors que je sais qu'il est, ultra respecté. Enfin, j'avais une anecdote avec ma belle-mère, je vous avais raconté, je crois, dans je sais pas quand. Si vous voulez l'anecdote de ma belle-mère au sujet des peintures de Stallone, je vous raconte. Enfin, ma dernière belle-mère en date, j'en ai quand même eu un paquet. C'est assez drôle. Et donc, voilà, mais je suis pas très fan. Après, il y en a d'autres, sûrement. Après, oui, il y a les acteurs qui ont chanté, ça fait aussi multitâche finalement, mais bon, ça c'est moins. Je sais pas pourquoi ça m'impressionne moins. Voilà. Quel est ton regard sur la paternité? J'ai un regard biaisé parce que à cause de mon père, et je m'étais vraiment juré de jamais être père, donc et puis je m'y suis tenu factuellement, c'est-à-dire que effectivement, je n'ai jamais été père, et j'ai aucun regret là-dessus. Par contre, quand j'ai rencontré ma chérie,
elle avait un petit garçon de 2 ans et demi, donc voilà, c'était pas imprévu, et on l'a récupéré extrêmement rapidement, et c'est devenu mieux, par rapport à mes traumas liés à mon père. Être père moi-même, ça m'aurait été très compliqué à vivre, je pense, pour moi. Or là, j'avais pas ce mécanisme-là. Et par contre, j'ai élevé cet enfant tous les jours. Là aujourd'hui, il vient d'avoir 18 ans, mais genre là, la semaine dernière. Toute une vie, finalement à l'élever, comme si c'était mon fils, et à l'aimer. C'est un des amours de ma vie complet, quoi. Et une relation extraordinaire, une des plus belles relations humaines de ma vie aussi, comme quoi, c'est vraiment un truc que j'avais pas prévu hein, dans mon parcours humain, quoi. Mais la paternité, c'est compliqué, du coup, voilà. Voilà, par exemple, j'ai jamais cherché à être un deuxième père ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai été très présent, très là, tout ça, à tous les niveaux. Quels seraient les albums, livres ou films qui permettraient de découvrir ta personnalité profonde? Tu as évidemment le droit de citer Syndrome. Ah bah oui. Au niveau des textes, oui, il suffit d'écouter Syndrome et vous allez accéder à mon moi profond. Mais vraiment, ça sonne très con de le dire comme ça. Mais je ne me suis jamais autant livré sur ma personnalité cachée, réelle, profonde, que dans mes textes, les textes de Syndrome, de très très long. Donc ça c'est en premier lieu, c'est sûr. Et après, album, il y en a tellement, mais vous le savez. Enfin, si vous me connaissez, vous le savez. Et album, ce qui est marrant, c'est que moi, évidemment, c'est tout plein de contrastes, mais c'est comme dans Syndrome où il y a de l'humour et à la fois du désespoir et du cynisme et tout ça, mais tout est mixé, une espèce de cocktail. J'allais dire indigeste, mais peut-être pas, espérons, espérons que non. Et album, livre, film, mes films de chevet, vous les connaissez si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il va y avoir des comédies et à la fois des films qui sont des drames. Donc moi c'est vrai que on va passer de Un fauteuil pour deux à Living Las Vegas, à Rambo, j'en sais rien. En livre, pour conclure, Les Mémoires de Lassner, c'est vraiment un des plus gros chocs de mon existence. C'est là où je me suis dit, putain, c'est incroyable à quel point je comprends ce qu'il raconte, tout ça. Et j'adore Le Portrait de Dorian Gray aussi, que j'ai tellement lu, relu et relu. Il doit y avoir d'autres, il y a pas mal d'autres choses, hein. Bret Easton Ellis, évidemment. Et puis les albums, ça pourrait être il y a quelque part, il y a une partie de moi c'est Disintegration de Cure, il y a une partie de moi c'est un truc beaucoup plus uplifted, quoi. Je fais mon Van Damme, lumineux, il y a tellement de choses, c'est trop le bordel, je sais pas comment dire. Aimes-tu le cinéma de Kenji Mizoguchi? Je connais pas du tout, en particulier les films. Les Contes de la Lune vague après la pluie. Alors figure-toi que j'avais vu ce film il y a très longtemps. Et c'est pas mon cinéma, donc je peux pas dire que j'aime. Dire j'aime pas, ça fait très con, mais parce que j'aime pas, ça sous-entend que ça te déplaît. Là, c'est pas que ça me déplaît, mais c'est que ça me touche pas du tout. Donc je n'y suis pas sensible, on peut dire ça. J'ai découvert pendant le Covid la série Bizarre, série anglaise des années 80, complètement surréaliste. Mélange d'Hercule Poirot, Conte de la Crypte, Colombo, 4ème dimension, bien space et excellente. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Donc je vais aller voir ce que c'est. Série anglaise. Alors moi les séries anglaises j'ai du mal à part Chapeau melon botte de cuir. Mais années 80, bien bizarre. Et je vais aller voir. Si quelqu'un connaît, dites-moi dans les commentaires. Je viens de découvrir Motionless in White. Je ne sais pas quoi penser. Je vois une pâle copie de Marilyn Manson en moins inspiré. Qu'en penses-tu? J'en ai parlé il y a quelques JDV de Motionless in White parce qu'on m'avait posé la question. On avait dit que je trouvais que c'était complètement à chier, que c'était effectivement un sous Marilyn Manson, mais avec des chansons très mauvaises. Donc voilà.
Savais-tu que Bowie était fan de Pee-wee et voulait faire une tournée avec lui? Oui, ça je le savais parce que Paul Rubens en avait parlé dans un Comic-Con, enfin un festival américain là, comme ça, où on lui posait des questions et il avait raconté une anecdote notamment où Bowie le harcelait pour qu'il fasse la première partie de sa tournée de l'époque. On était en plein Pee-wee phénomène aux États-Unis et Paul Rubens lui avait dit non. Il avait refusé. Et Bowie insistait. Donc Bowie insistait et Pee-wee, lapsus. Paul Rubens avait fini par lui répondre non David, je ne ferai jamais ta première partie parce que je ne ferai jamais de première partie de qui que ce soit. Et il avait trouvé ça tellement drôle en fait que Bowie avait arrêté d'insister et avait trouvé que la réponse était excellente. Mais donc oui, je savais que Bowie était il était très fan de Pee-wee, ça m'étonne pas non plus. J'en parlais tout à l'heure avec Tom Cruise et Mary Manson là, qui était fan également, mais et carrément abonné au compte de Paul Rubens. Par contre, ce que j'ignorais jusqu'à ce que je vois cette interview, c'est un truc qui est sur YouTube, vous pouvez trouver, c'est qu'ils étaient amis. Voilà. Après, le fait qu'ils étaient amis qu'il était ami avec Bowie n'est pas très étonnant. Une fois qu'on y pense, quoi. En parlant d'Ernest Schoedsack, et Marianne Cooper, donc c'était au sujet des chasses du comte Zaroff. As-tu lu leur biographie très réputée, Kong, écrite par Michel Lebris, donc une biographie française. Absolument pas au courant de cette histoire. Par contre, ça doit être super intéressant. Je vais me noter ça et je vais voir ce que c'est que ce bouquin. Mais non, je connais pas. Tu penchais plutôt pour The Power Station ou pour Arcadia à l'époque? Ah ouais, là, j'ai jamais aimé Power Station du tout. Et Arcadia, j'adorais. Et d'ailleurs, j'ai les vinyles. Enfin, je vous avais montré. J'ai l'album plus le maxi de Election Day. Enfin, machin. L'album Thread the Rose. Là, j'ai carrément l'import. Il y avait une édition fabuleuse avec un double triple CD, je sais même plus, avec 10 000 bonus, remix. Donc d'Arcadia que j'avais acheté, qui m'a coûté une fortune à l'époque. Il faut que je vous fasse une vidéo de mes CD, ça fait plusieurs fois qu'on me demande. Donc Arcadia, j'adorais carrément. As-tu vu les histoires extraordinaires de 1968 adaptées de 3 nouvelles d'Edgar Poe? Mon adaptation préférée est Toby Dammit par Fellini avec Terence Stamp. Ouais, j'avais vu ça, mais il y a longtemps. Alors pas en 68, j'étais pas né, mais je sais plus quand. Mais j'avais beaucoup aimé, effectivement. J'avais complètement oublié ce truc-là. Écoutais-tu à l'époque le groupe espagnol Mecano? Pas du tout. Je détestais. Enfin, je connaissais le tube Une femme avec une femme. Ça me donnait envie de meurtre. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis que ça me rendait fou. Envie de casser des verres. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. Non, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. As-tu déjà écouté l'album Songs in the Key of X, Music from Inspired by the X-Files, oui bien sûr, je l'avais, enfin en tout cas je sais pas si je l'ai toujours, mais je l'avais, projet issu du succès de la série de l'époque, album indé assez qualitatif je trouve, ouais mais carrément, il y a du Filter, Alice Cooper, Rob Zombie, Nick Cave, voilà, c'est pour ça que je l'avais. Oui. Ça fait une année que je suis pas retombé dessus, mais il doit être dans un carton, je sais pas quoi. Je l'avais acheté uniquement pour ça parce que j'ai jamais été très fan de X-Files, voilà. Mais j'avais vu parce qu'il y avait des inédits de mémoire. Donc en tout cas Filter c'est un inédit, c'est quasi sûr. Rob Zombie aussi je crois, donc énorme. J'étais trop content. As-tu encore le temps de regarder le vieux film? Bien sûr, ça m'arrive très régulièrement parce que j'adore les vieux films. Alors les vieux films. Vieux films, on va me dire, les vieux films, c'est des films des années 80, c'est des très vieux films déjà. Mais je regarde des films des années 40, j'adore ça, quoi, j'adore. J'en ai même vu énormément cette année d'ailleurs. Les années 40, 50, beaucoup, j'en ai revu et vu beaucoup cette année. Donc j'ai pas forcément parlé, c'est vrai, après en JDV, quoi. Que penses-tu des adaptations en film de Bukowski que sont Factotum et Contes de la folie ordinaire? J'aime pas. J'adore Bukowski, j'ai tout lu quand j'étais... jeune adulte, je vais avoir 19-20 ans, j'achetais tout en poche à la Fnac et après j'ai acheté en import américain parce que j'ai découvert qu'il y avait des livres de Bukowski qui n'avaient jamais été traduits. Je pense qu'aujourd'hui ils ont été traduits, mais en tout cas à l'époque, dans les années 80, fin 80, début 90, c'était pas le cas. Et j'ai tellement adoré ça, mais pour moi c'est inadaptable. Et même Barfly que j'aime bien avec Mickey Rourke,
c'est inadaptable. C'est Bukowski, c'est inadaptable. Et Factotum comme de la folie ordinaire, j'aime pas les adaptations. Non. Je trouve que ça passe, ça marche pas. C'est mon point de vue, alors vraiment perso, quoi. As-tu vu Time Crimes, le film espagnol de Nacho Vigalondo? C'est un thriller fantastique intrigant, construit autour du thème du voyage dans le temps. Oui, je l'ai vu. J'avais été assez déçu, pardon. Je pense qu'on me l'avait survendu, par contre. C'est-à-dire que c'était pas nul, mais j'avais été un peu déçu. Et je crois de mémoire que c'est parce qu'on m'avait promis un chef-d'œuvre et que bon, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais oui, je l'ai vu, par contre. Connais-tu Monte Hellman? Donc je te conseille le film Macadam à 2 voix et Cockfighter avec Warren Oates. Ah oui, alors j'avais regardé Macadam à 2 voix, je l'ai jamais vu, ça ne me dit rien. Cockfighter, je l'ai vu parce que j'ai reconnu et j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais oublié ce film. Donc il faudrait que je trouve l'autre pour le voir, le découvrir. Connais-tu Demain les chiens de Signac? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé. Je l'avais découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps. Il y a genre 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et j'avais adoré. Il y a aussi Les chiens monstres, d'ailleurs, dans le genre fantastique, avec un rapport aux chiens qui est excellent. Demain les chiens, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Les chiens monstres, grosse reco aussi, si vous connaissez pas. Je sais plus c'est de quel auteur, je l'ai là. Faudrait que je regarde, je sais plus. Il y a un film plus méconnu que sous-coté à mon sens, c'est City of Crime avec Harvey Keitel. Oh putain, On Fire, ouais. Si tu l'as vu, qu'en penses-tu? J'adore ce film. Je l'ai pas vu depuis sa sortie, je pense. Après Harvey Keitel, j'adore. Et City of Crime, c'est tellement réaliste, tellement... j'allais dire poétique, mais c'est poétique dur, quoi. C'est un immense film. Mais alors, c'est un immense malaise aussi. Si vous l'avez pas vu, City of Crime, c'est vraiment... c'est vrai que... Alors... ouais, c'est méconnu, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Tout à fait. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande. Connais-tu ce bijou de film de 1990, Trust Me, de Hall Hartley? Alors, quand j'ai vu l'affiche, je me suis souvenu que je l'avais vu. Donc, je l'ai vu, mais j'en ai... Ça s'arrête là. Je me suis souvenu que je l'avais vu, mais j'en ai aucun souvenir, quoi. Donc il faudrait que je le revoie, je peux rien en dire. Mais il me semble que j'avais kiffé, quoi. Donc voilà, tu dis bijou de film, j'en reparlerai du coup. Que penses-tu du trio culte des films d'épouvante des années 50-60? Peter Cushing, Vincent Price et Christopher Lee, mais quel régal. Par exemple, les films d'épouvante des années 50, début 60, j'en m'en suis refait là, ces 2 dernières années, mais tous même, vraiment, j'ai l'impression. C'est comme ça même que j'ai... je vous avais parlé du loup-garou, alors le loup-garou c'est même encore avant, que le premier loup-garou, là, ah putain, qui m'a mis une baffe, mais quel chef-d'œuvre! Alors que dans mes souvenirs, parce que je l'avais déjà vu mais il y a très longtemps, il était ridicule, enfin c'était pas un bon film, enfin c'était vraiment, non c'était pas bien quoi. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler des Talking Heads, mais j'ai découvert récemment à l'occasion de sa remasterisation par A24. Ah mais je savais même pas que A24 faisait de la remasterisation d'albums musicaux. Stop Making Sense, la fameuse captation concert, ah ok, ouais, réalisée par Jonathan Demme, d'accord, oui donc c'est pas un album, c'est un film. Le film est incroyable et la performance de David Byrne du groupe est magistrale. Quel est ton rapport avec ce groupe, les Talking Heads? J'en ai déjà parlé pourtant en JDV, mais maintenant ça s'approche des chants. Maintenant on s'approche des chants grégoriens, dans des 100 JDV. Et voilà, on s'est perdu dans les limbes. Voilà, j'avais été... Chut, ça suffit maintenant. C'est mon père qui était très fan des Talking Heads, du coup il écoutait de temps en temps et c'était un petit peu comme Peter Gabriel, c'est-à-dire que je trouvais que c'était génial, mais j'aimais pas... mais non mais... Il va falloir essayer d'être un peu cohérent quand même maintenant. Ouais, non mais c'est ça en fait, c'était vraiment... J'ai toujours trouvé que les Talking Heads c'était super ambitieux, super intelligent... drôle mais pas drôle non plus, ridicule, parfois drôle cruel, enfin voilà. Par contre j'ai jamais été fan, jamais acheté de disque, j'ai jamais, il y a pas de chanson que j'ai adoré. C'est pour ça que je compare avec Peter Gabriel où c'est un peu pareil, c'est-à-dire que immense artiste mais c'est pas, voilà, il ne m'a pas marqué quoi. Voilà. Et c'était la dernière question sélectionnée de ce très long journal de vlog. Il fait très chaud aussi, j'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.